Comme chacun sait, à l'aube du Moyen-Âge, la future Sainte Clotilde devint la première reine de France en épousant Clovis, roi des Francs, peuple bourgeon du peuple français. Fervente catholique, la misère l'attristait profondément et elle ne supportait pas la vue de ses gueux affamés, sans le sou, souvent sans abri et surtout sans instruction, ce qui la chagrinait profondément. Des gueux lasse, elle se mit en tête que dorénavant, toutes ses actions auraient pour but d'améliorer les connaissances de ce peuple désormais mi-barbare, mi-catholique. Afin d'illustrer mon propos, je ne citerai ici que deux exemples bien différents, mais tous deux demeurés dans l'histoire. Le premier concerne son mari Clovis, dont le patronyme n'était pas sans évoquer deux outils nécessaires à la solidité des édifices, à savoir le clou et la vis. Certes, Clotilde songea à se servir de ces deux syllabes royales pour instruire de futurs menuisiers, ébénistes et autres bâtisseurs. Mais la vérité, et peu d'historiens l'ont souligné, Clotilde avait un faible pour la langue française, encore nourrissonne, et l'enseignement de cette dernière. Aussi trouva-t-elle plus astucieux de conjuguer le monde du bricolage avec celui de sa chère et jeune langue française, tout en utilisant le prénom de son royal époux. Ainsi, plutôt que de parler de ces deux outils sans en mentionner la forme, elle décida de renommer son mari Clouy, Clouy, à prononcer Clouy, afin d'instruire son gueux peuple sur la forme du principal outil déjà utilisé à l'époque. Dès lors, tout son peuple sut que le clou avait la forme d'un I, c'est-à-dire un trait surmonté d'une tête plus ou moins ronde. Notons au passage la formidable inculture des Francs pour ne pas connaître un outil qui, pourtant, avait acquis ses lettres de noblesse en l'an 33 de notre ère, soit plus de 400 ans plus tôt. Autre conséquence cruciale de cette décision sur l'histoire de France, après que le C initial a disparu, le prénom du premier roi de France devint Louis, prénom qui affubla une petite vingtaine de monarques dans les siècles qui suivirent. J'en profite ici pour dénoncer la thèse d'historiens plus révisionnistes que bricoleurs, selon laquelle Clouy, donc, s'était mis Martel en tête afin d'œuvrer à la construction de la France. Tout le monde sait bien que le maire du palais, Charles Martel, naquit environ 2 siècles plus tard. La rencontre de Clotilde avec Saint Maclou illustre mon second exemple et prouvera à nouveau la passion de la future sainte pour l'instruction de son peuple. Maclou avait un don incroyable pour la tapisserie, doublé d'un réel talent pour la pédagogie. Aussitôt, Clotilde eut l'idée de créer une grande école de la tapisserie GET, dirigée par ce génie du tapis. Cette idée géniale se concrétisa dans l'Eure, et dans l'Eure 27, puisqu'elle fut construite à Saint-Maclou, village eurois, dans l'Eure donc, où naquit le brillant tapissier. D'ailleurs, on la surnomma Jet 27. Même si cette école de tapisserie ne survécut pas au temps, elle enfanta tout de même les plus grands artisans dans ce domaine qui fondèrent, quelques siècles plus tard, la manufacture des Gobelins. Clotilde admirait donc ce Saint Maclou qui forma tant de miséreux à ce merveilleux artisanat. Cependant, toujours à cheval sur la langue, la coquine, Clotilde ne pouvait supporter que ce Maclou fût en lui-même une grossière erreur de français, dans la mesure où son article possessif ne s'accordait pas avec le substantif. Bon, à la limite, mon clou. D'accord. Aussi rebaptisa-t-elle le saint homme tout simplement Clou, C-L-O-U-D. Clotilde avait vraiment les clous chevillés au destin. Quand il mourut, Clotilde le fit enterrer en grande pompe dans une colline, non loin de Paris, qui porte son nom encore aujourd'hui, Saint-Cloud. Ainsi, après une vie exemplaire et pieuse, Clotilde s'éteint, veuve depuis plus de 3 décennies, en l'an 545. Si Clovis ne mourut pas fusillé, en revanche, Clotilde fut canonisée. On célèbre encore tous les ans Sainte Clotilde, le 4 juin, jour de la Gueux Pride.